Cette vidéo présente l'anatomie de l'os sphénoïde. Nous commencerons par l'étude du corps de l'os, puis la petite aile, la grande aile, les apophyses ptérygoïdes, la fissure orbitaire supérieure, puis nous aborderons l'ostéogenèse de l'os sphénoïde, ainsi que les articulations osseuses et les principaux liens anatomiques. Commençons par une présentation générale de l'os sphénoïde. L'os sphénoïde est un os impair central. Il se compose de 4 parties. Le corps, ici en jaune, sur une vue antérieure de l'os sphénoïde. Les petites ailes. Les grandes ailes. Les apophyses ptérygoïdes situées en dessous du corps du sphénoïde. Cet os participe à la formation de la cavité orbitaire, mais aussi des fosses nasales et du rhinopharynx. Étudions le corps de l'os sphénoïde. Le corps a un aspect cubique avec 6 faces. Une face supérieure, une face inférieure qui n'est pas visible ici, une face antérieure, également invisible sur cette photographie, une face postérieure et 2 faces latérales. Au niveau de la face supérieure du corps du sphénoïde, nous avons tout d'abord une surface osseuse plane, le jugum sphénoïdal, entre les 2 petites ailes. En arrière de ce jugum, un rebord osseux, le limbus, qui surplombe le sillon chiasmatique, sillon dans lequel repose le chiasma optique. Ce sillon chiasmatique débouche dans les 2 canaux optiques, lieu de passage du nerf 2, le nerf optique. En arrière de ce sillon chiasmatique, une crête osseuse, la crête synostosique, qui délimite en avant la selle turcique. Cette selle turcique contient la glande pinéale ou glande pituitaire ou encore hypophyse. En arrière de la selle turcique, le dos de la selle, puis en avant et latéralement à la selle turcique, 2 proéminences osseuses, les apophyses clinoïdes antérieures donnant insertion à la petite circonférence de la tente du cervelet. L'équivalent en arrière, latéralement au dos de la selle, les 2 apophyses clinoïdes postérieures donnant insertion à la grande circonférence de la tente du cervelet. Voyons maintenant la face inférieure du corps du sphénoïde. Elle est nommée également face pharyngienne. Elle forme le toit du nasopharynx et le plancher du sinus sphénoïdal. Elle présente une crête médiane, la crête sphénoïdale, qui répond au sillon entre les 2 ailes de l'os vomaire. En avant de cette crête sphénoïdale, un bec, le rostre sphénoïdal. Puis latéralement à cette crête sphénoïdale, nous avons les cornets sphénoïdaux de Bertin. En arrière et latéralement à cette crête sphénoïdale, nous avons le processus vaginal qui permet l'attache des ailes de l'os vomaire sous le sphénoïde. Puis le canal palato-vaginal qui est un sillon recouvert par le palatin pour former un canal, zone de passage vasculo-nerveuse. Au niveau de la face antérieure du corps du sphénoïde, nous retrouvons également la crête sphénoïdale qui est en continuité avec la crête sphénoïdale de la face inférieure du corps. Cette crête antérieure répond à la lame perpendiculaire de l'os ethmoïde situé en avant du corps du sphénoïde. Nous retrouvons également le bec ou rostre sphénoïdal, puis latéralement le sinus sphénoïdal qui forme la partie postérieure des fosses nasales.
Latéralement et en dessous du sinus sphénoïdal, nous avons les demi-cellules sphénoïdales qui répondent aux demi-cellules ethmoïdales des masses latérales de l'os ethmoïde. Au niveau de la face postérieure du corps du sphénoïde, nous avons une surface articulaire, la surface quadrilatère, qui répond à l'apophyse basilaire de l'os occipital, situé en arrière, pour former la SSB ou synchondrose sphéno-basilaire. Cette surface est oblique en bas et en arrière. Nous voyons à présent la face latérale du corps du sphénoïde sur cette vue de 3/4 postérieure latérale gauche. Cette face latérale présente l'insertion des racines des petites ailes et des grandes ailes. Nous avons 2 racines pour la petite aile, ici représentée en rose, avec une racine antérieure ou supérieure et une racine postérieure ou inférieure. Entre ces 2 racines, nous trouvons le canal optique, zone de passage du nerf 2, le nerf optique accompagné de l'artère ophtalmique. La grande aile, ici représentée en bleu, possède 3 racines, avec une racine antérieure, une racine moyenne et une racine postérieure. Entre la racine antérieure et la racine moyenne, nous trouvons le foramen rond, zone de passage du nerf maxillaire 5-2. Entre la racine moyenne et la racine postérieure, nous avons le foramen ovale, zone de passage du nerf mandibulaire 5-3. Enfin, un sillon large, marqué, le sillon de l'artère carotide. Étudions maintenant la petite aile de l'os sphénoïde. La petite aile du sphénoïde est également nommée apophyse d'Ingracias. Elle est triangulaire à sommet latéral ou externe, en présentant l'apophyse ensiforme, ici en numéro 1. Elle est implantée sur le corps du sphénoïde par 2 racines. Ces 2 racines délimitent le canal optique, orienté en avant, en dehors et en bas, dans lequel passe le nerf optique, deuxième paire de nerfs crâniens. Elle présente un bord antérieur. Ce bord antérieur répond au bord orbitaire de l'os frontal. Elle présente un bord postérieur. Ce bord postérieur s'étend entre le sommet et l'apophyse clinoïde antérieure. C'est un bord libre entre le lobe frontal et le lobe temporal du cerveau. Ce bord postérieur limite en arrière l'étage antérieur de la base du crâne. Puis nous avons la face supérieure. Cette face supérieure est en continuité latéralement avec le jugum sphénoïdal. Elle forme la partie postérieure de l'étage antérieur de la base du crâne. La face inférieure n'est pas visible ici sur cette vue supérieure de l'os sphénoïde. Elle forme le toit postérieur de l'orbite et elle réalise la limite supérieure de la fissure orbitaire supérieure ou fente sphénoïdale. Abordons maintenant la grande aile de l'os sphénoïde. Sur une vue endocrânienne de la grande aile, nous avons la face cérébrale qui répond au lobe cérébral temporal. Cette face cérébrale présente les empreintes des circonvolutions cérébrales temporales, également un sillon marqué, le sillon de l'artère méningée moyenne. Entre les racines antérieures et moyennes de la grande aile, nous avons le foramen rond qui contient le nerf maxillaire, nerf 5-2, et qui fait communiquer la région latérocellaire avec la fosse ptérygopalatine. Entre les racines moyennes et postérieures de la grande aile, nous avons le foramen ovale qui contient le nerf mandibulaire, le nerf 5-3. En arrière de ce foramen ovale, le foramen épineux, un foramen inconstant, le foramen pétreux, qui est situé en arrière et en dedans du foramen ovale, un autre foramen inconstant, le foramen veineux
ou trou de Vézal, situé en avant et en dedans du foramen ovale. Au niveau de la face exocrânienne de la grande aile, nous avons 4 faces, séparées par 4 crêtes. La face orbitaire, la face temporale, la face infratemporale, la face maxillaire. Nous avons la crête malaire, ou bord zygomatique, entre les faces orbitaire et face temporale. La crête sous-orbitaire, entre la face orbitaire et la face maxillaire. La crête sous-temporale, entre la face temporale et la face infratemporale. Et enfin la crête maxillaire, entre la face maxillaire et la face infratemporale. Décrivons la face orbitaire de la grande aile. Elle forme la paroi postéro-externe de la cavité orbitaire. Elle regarde en avant et en dedans. Elle est séparée de la face maxillaire par la crête sous-orbitaire. La face temporale de la grande aile forme la partie antérieure de la fosse temporale. Elle donne insertion à un puissant muscle masticateur, le muscle temporal. Cette face est orientée en dehors et légèrement en avant. Elle est séparée de la face orbitaire par la crête zygomatique, ou bord antérieur de la grande aile. Elle est séparée de la face infratemporale par la crête sous-temporale. La face infratemporale de la grande aile est séparée de la face temporale, située au-dessus d'elle, par la crête infratemporale. Elle est située dans un plan horizontal et regarde en bas. Elle se continue en bas avec la face externe de l'apophyse ptérygoïde, et plus précisément la face externe de la racine externe. Elle présente le foramen ovale et le foramen épineux. Elle donne insertion au muscle ptérygoïdien latéral. Elle donne également insertion au fascia ptérygo-temporo-maxillaire, non représenté sur l'illustration. Décrivons maintenant la face maxillaire de la grande aile. Elle est située entre la face orbitaire, en haut, et la racine de l'apophyse ptérygoïde, en bas. Cette face est orientée en avant, en dedans et en bas. Elle est séparée de la face orbitaire, située au-dessus d'elle, par la crête orbitaire. Elle est séparée de la face infratemporale par la crête maxillaire. Elle présente le foramen rond à sa partie médiale, zone de passage du nerf 5-2, le nerf maxillaire. Enfin, elle forme le toit de la fosse ptérygo-palatine. La grande aile du sphénoïde présente 5 bords. Le bord supérieur, qui répond à l'os frontal et à l'os pariétal. Le bord antérieur, qui répond au zygoma. Le bord latéral, qui répond à l'écaille de l'os temporal. Le bord postérieur, qui répond au rocher temporal ou pyramide pétreuse. Le bord médial, qui est la zone d'implantation des grandes ailes.
Décrivons plus en détail le bord supérieur de la grande aile. Ce bord supérieur présente une portion articulaire. Cette portion articulaire répond à l'os frontal au niveau de la surface en L. Cette surface en L présente un court bras en direction de la selle turcique et un long bras en direction de la racine du nez. Cette portion articulaire répond également à l'os pariétal. Elle forme la barre horizontale du H du point crâniométrique ptérion. Nous avons également une portion non articulaire qui est la limite inférieure de la fissure orbitaire supérieure. Le bord antérieur de la grande aile est également nommé crête zygomatique. Ce bord antérieur répond au bord postérieur du processus frontal de l'os zygoma, en formant la suture sphénozygomatique. Le bord latéral de la grande aile est également nommé bord squameux. Il répond à l'écaille de l'os temporal en formant la suture sphénosquameuse. Cette suture sphénosquameuse présente un biseau interne dans sa portion horizontale. Elle présente un biseau externe dans sa portion verticale. Entre ces deux biseaux, un point de changement de biseau, le point sphénosquameux. Au niveau du bord postérieur de la grande aile, nous avons deux portions. Le quart interne qui limite en avant le trou déchiré antérieur ou foramen lacerum, et les trois quarts externes qui répondent à la pyramide pétreuse de l'os temporal en formant la synchondrose sphénopétreuse. L'ensemble du quart interne et des trois quarts externes formant la suture sphénopétreuse complète, ici en jaune. Nous la retrouvons ici sur une vue endocrânienne. Et ici, la suture sphénopétreuse sur une vue exocrânienne, face inférieure du crâne. L'extrémité de ce bord postérieur présente l'épine du sphénoïde. Cette épine donne insertion aux muscles tenseurs du voile du palais, mais également aux ligaments sphénomandibulaires et ptérygo-épineux. L'extrémité antérieure du bord postérieur présente la lingula du sphénoïde. Le bord médial de la grande aile est la zone d'implantation des racines de la grande aile, avec la racine antérieure, la racine moyenne et la racine postérieure. Entre la racine antérieure et la racine moyenne, nous avons le foramen rond, zone de passage du nerf maxillaire 5-2. Entre la racine moyenne et la racine postérieure, nous trouvons le foramen ovale, zone de passage du nerf mandibulaire, le nerf 5-3. Voyons maintenant les apophyses ptérygoïdes. Ptérygoïde vient du grec signifiant en forme d'aile. Ce sont deux apophyses verticales implantées à la face inférieure du corps du sphénoïde. Elles présentent deux racines, une racine médiale et une racine latérale. Elles sont composées de deux lames, une lame médiale et une lame latérale, qui se réunissent en avant. Les racines sont au nombre de deux. Une racine médiale. Elle est implantée sous la face inférieure du corps du sphénoïde. Elle présente le processus vaginal sur sa face médiale, qui répond à l'os vomaire et à l'os palatin.
Nous voyons ici, sur cette vue grossie, le processus vaginal permettant l'encastrement sous la face inférieure du corps du sphénoïde de l'os vomaire et qui répond également à la lame verticale de l'os palatin. La racine externe est implantée sous la grande aile de l'os sphénoïde. Elle est dans la continuité de la face infratemporale. Entre les deux racines de l'apophyse ptérygoïde, nous avons le canal vidien, ici en numéro 4, passage de l'artère et du nerf vidien, ainsi que la fosse scaphoïde. Voyons maintenant les lames de l'apophyse ptérygoïde. Chaque apophyse se compose de deux lames, une lame latérale et une lame médiale. Entre ces deux lames, nous avons la fosse ptérygoïde. Dans la partie inférieure, entre les deux lames, l'incisure ptérygoïdienne qui répond au processus pyramidal de l'os palatin. Les lames se réunissent en avant pour former le bord antérieur de l'apophyse ptérygoïde. Détaillons cette lame latérale de l'apophyse ptérygoïde. Elle présente sur son bord postérieur le processus ptérygo-épineux qui donne insertion au ligament ptérygo-épineux. L'aponévrose interptérygoïdienne s'insère tout le long de son bord postérieur. Au niveau de sa face médiale, nous avons l'insertion d'un muscle, le ptérygoïdien médial. Et au niveau de sa face latérale, nous avons l'insertion du muscle ptérygoïdien latéral, par son chef inférieur. Au niveau de la lame médiale, nous avons le processus vaginal dans la partie supérieure. Il répond à l'os palatin par sa face inférieure et aux ailes de l'os vomaire par sa face supérieure, en formant le canal voméro-vaginal. Le fascia pharyngo-basilaire s'insère tout le long du bord postérieur de cette lame médiale. La partie inférieure de ce bord postérieur donne insertion au muscle constricteur supérieur du pharynx. La pointe inférieure de la lame médiale présente l'amulus ptérygoïdien. C'est une zone de réflexion du tendon du muscle tenseur du voile du palais et également une zone d'insertion du raphet ptérygo-mandibulaire. Au niveau de la face médiale de cette lame médiale, nous avons une surface articulaire avec la lame verticale de l'os palatin. La portion postérieure fait partie des fosses nasales. Au niveau de la face latérale de cette lame médiale, nous avons l'insertion du muscle tenseur du voile du palais et du muscle ptérygoïdien médial. Étudions maintenant la fissure orbitaire supérieure. La fissure orbitaire supérieure est également nommée fente sphénoïdale. Elle fait communiquer la cavité orbitaire et l'étage moyen de la base du crâne. Elle présente une limite supérieure, la face inférieure de la petite aile du sphénoïde, une limite inférieure, le bord supérieur de la grande aile, une limite médiale, la face latérale du corps du sphénoïde, et une limite latérale, point de réunion entre la petite aile et la grande aile du sphénoïde. Nous avons ici sur cette représentation la fissure orbitaire supérieure. Par cette fissure orbitaire supérieure passe un certain nombre d'éléments vasculo-nerveux. Nous avons également un anneau tendineux,
l'anodosine, située légèrement en avant de cette fissure orbitaire supérieure, à l'entrée de la cavité orbitaire, qui donne insertion à un certain nombre de muscles moteurs de l'œil, tels que le droit supérieur, le droit inférieur, le droit latéral et le droit médial. Certains éléments passent à l'intérieur de cet anneau de Zinn, tels que le nerf oculomoteur numéro 3, le nerf nasociliaire issu du nerf 5-1 et le nerf abducens numéro 6. D'autres éléments passent à l'extérieur de cet anneau de Zinn, le nerf trochléaire numéro 4, le nerf frontal issu du nerf 5-1, le nerf lacrymal, toujours issu du nerf 5-1, et les veines ophtalmiques. Abordons maintenant l'ostéogenèse de l'os sphénoïde. L'os sphénoïde apparaît au 3e mois in utero. Selon la partie de l'os considérée, il présente une origine cartilagineuse ou une origine membraneuse. L'origine cartilagineuse concerne le corps. Le corps est tout d'abord constitué de 2 parties, le pré- et le post-sphénoïde. Ces 2 parties fusionnent entre le 7e et 8e mois in utero. Les petites ailes sont également d'origine cartilagineuse, ainsi que la partie supérieure des grandes ailes. L'origine membraneuse concerne la partie inférieure des grandes ailes et les 2 apophyses ptérygoïdes. Nous avons en tout 13 points d'ossification au niveau de l'os sphénoïde, 2 points pour le présphénoïde, 2 pour le post-sphénoïde, 1 pour chaque petite aile, 1 pour chaque grande aile, 1 pour chaque lingula, 1 pour chaque amulus et 1 pour le bec sphénoïdal. En tout, 3 parties constituent l'os sphénoïde à la naissance, une partie centrale et 2 parties latérales. Ces 3 parties fusionnent vers l'âge de 1 an. La partie centrale est constituée par le corps et les petites ailes. Les parties latérales sont constituées par les grandes ailes et les apophyses ptérygoïdes. Voyons maintenant les articulations osseuses de l'os sphénoïde. Le sphénoïde va s'articuler tout d'abord avec l'os occipital pour former la synchondrose sphénobasilaire, articulation de type synchondrose cartilagineuse. Nous voyons ici une vue latérale et une vue supérieure de cette articulation entre l'os sphénoïde et l'os occipital, formant la synchondrose sphénobasilaire ou SSB. Cette articulation se fait entre la face antérieure de l'apophyse basilaire occipitale et la face postérieure du corps de l'os sphénoïde. L'os sphénoïde s'articule également avec le zygoma pour former la suture sphénozygomatique, suture de type dentelé. Nous voyons ici différentes vues de l'articulation entre l'os sphénoïde et l'os zygoma. Cette suture sphénozygomatique se réalise entre le bord postérieur du processus frontal de l'os zygoma et le bord antérieur de la grande aile du sphénoïde. Ici sur une vue latérale, ici sur une vue postéro-latérale, et ici sur une vue antérieure. L'os sphénoïde s'articule avec les 2 ailes de l'os vomaire situé à sa partie supérieure, formant ainsi la chindylèse sphéno-vomérienne. Cette articulation entre l'os sphénoïde et l'os vomaire, l'articulation sphéno-vomérienne, se réalise
entre la face inférieure du corps du sphénoïde et le bord supérieur de l'os vomaire, plus précisément entre la crête sphénoïdale située à la face inférieure du corps du sphénoïde et un sillon situé sur le bord supérieur de l'os vomaire entre les deux ailes du vomaire. Le sphénoïde s'articule également avec l'os pariétal pour former la suture sphénopariétale, une suture squameuse. Cette articulation entre l'os sphénoïde et l'os pariétal, la suture sphénopariétale, de type squameuse, se réalise entre la portion antérieure du bord inférieur de l'os pariétal et le bord supérieur de la grande aile du sphénoïde, ici sur une vue latérale droite. Le sphénoïde s'articule également avec l'os ethmoïde pour former la suture sphéno-ethmoïdale, une suture de type irrégulier. L'articulation entre l'os sphénoïde et l'os ethmoïde, formant la suture sphéno-ethmoïdale, se réalise entre le bord postérieur de la lame criblée ethmoïdale et le bord antérieur du jugum sphénoïdal, mais également entre les demi-cellules situées à la face antérieure du corps du sphénoïde et les demi-cellules labyrinthiques de l'os ethmoïde. Nous voyons ici, sur une vue supérieure, l'articulation entre l'os ethmoïde et l'os sphénoïde. Le sphénoïde s'articule avec l'os palatin, formant la suture sphénopalatine de type plane. L'articulation entre l'os sphénoïde et l'os palatin, la suture sphénopalatine, se réalise entre la face inférieure du corps sphénoïdal et le processus sphénoïdal de l'os palatin, mais également entre l'angle inférieur du corps du sphénoïde et le processus orbitaire du palatin, ici sur une vue antérieure, entre l'apophyse ptérygoïde du sphénoïde et la lame verticale de l'os palatin, ici sur une vue latérale gauche, et entre l'incisure ptérygoïdienne de l'os sphénoïde et le processus pyramidal du palatin, ici sur une vue antérieure. Le sphénoïde s'articule aussi avec l'os temporal, formant différentes sutures sphénotemporales, telles que la suture sphénosquameuse de type squameux et la suture sphénopétreuse de type cartilagineux. Nous allons voir sur ces différentes illustrations les articulations entre l'os sphénoïde et l'os temporal. Donc les articulations aux sutures sphénotemporales, avec tout d'abord en numéro 1 la sphénosquameuse entre le bord externe de la grande aile de l'os sphénoïde et le bord antérieur de l'écaille temporale, ici sur une vue latérale gauche. Puis sur une vue inférieure du crâne, nous avons en numéro 2 la suture sphénopétreuse entre le bord postérieur de la grande aile du sphénoïde et la pyramide pétreuse du temporal. Enfin, sur cette vue supérieure de la base du crâne, nous retrouvons les deux sutures, en 1 la suture sphénosquameuse et en 2 la suture sphénopétreuse. Enfin, le sphénoïde s'articule avec l'os frontal pour former la suture sphénofrontale de type squamo-dentelé. L'articulation entre l'os sphénoïde et l'os frontal, formant la suture frontosphénoïdale, se compose de deux portions. La portion la plus latérale,
entre le bord sphénoïdal de l'écaille frontale et la surface en L de la grande aile du sphénoïde. Nous voyons ici sur une vue latérale gauche l'articulation entre la grande aile du sphénoïde et l'os frontal. Et une seconde portion entre la petite aile de l'os sphénoïde et le bord postérieur de la portion orbitonasale de l'os frontal. Nous voyons ici sur une vue supérieure cette articulation entre la portion orbitonasale de l'os frontal et les deux petites ailes de l'os sphénoïde. Sur cette portion, le frontal recouvre la petite aile sur les 3/4 internes. La petite aile recouvre le frontal sur le quart externe. Terminons maintenant par les liens anatomiques de l'os sphénoïde. L'os sphénoïde présente différents liens anatomiques, des liens vasculaires, avec notamment le sinus caverneux, des liens membranaires, l'un des plus importants étant la tente du cervelet, des liens neurologiques, avec notamment un certain nombre de nerfs crâniens, le 2, le 3, le 4, le 5.1, le 5.2, le 5.3 et le 6, des liens faciaux, avec différentes aponevroses, et des liens musculaires, avec tout un ensemble de muscles, dont certains très puissants tels que le temporal. Enfin, des liens endocriniens avec l'hypophyse située dans la selle turcique.